tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro du Samedi Politique un peu particulier. Et oui, le 30 janvier, TV Liberté a fêté ses 5 ans. Alors pour marquer le coup, je vous propose de revoir les meilleurs moments de ce début de saison du Samedi Politique. L'origine de tout, c'est que les nations et les peuples existent. Surprise! Nous avons notre propre conscience. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. On sent bien qu'ils ne veulent pas nous. Ils ne veulent pas nous voir, mais ils n'ont pas le choix, on est partout. On n'en parle pas, on parle que de couillonnade. Enfin, on s'en tartine de quelques morts, de la peine de mort. Excusez-moi, c'est pas un sujet. Ces policiers qui exécutent des ordres illégaux, il faut qu'ils voient aussi le long terme. Là, ils se sentent couverts. Quand ils exécutent un ordre illégal, qu'ils estropient une personne en tirant au visage, dans 1 an, dans 2 ans, lorsque cette personne aura porté plainte, là, ils seront entendus. Ils seront peut-être mis en examen, ils seront peut-être poursuivis et condamnés. Gilets jaunes, dégringolade d'Emmanuel Macron, contexte géopolitique et européen avec plus d'une vingtaine d'intervenants de tout horizon, des politiques, des experts, des militaires et des militants associatifs. Toute l'actualité a été passée au peigne fin. Au cœur de l'actualité, le président de la République, Emmanuel Macron, avec une rentrée plus que difficile, ponctuée par les différents épisodes de l'affaire Benalla, mais aussi par le départ du ministre le plus populaire du gouvernement, Nicolas Hulot, remplacé par le chef du perchoir, François de Rugy. Une sortie qui a fait couler beaucoup d'encre et un peu de larmes. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Beaucoup de larmes sont tombées depuis... C'est assez grotesque quand même toute cette scène-là, surtout quand on sait... quand on va vraiment au fond du sujet, Nicolas Hulot a été présenté quand il est parti comme un passionné de l'écologie qui venait là pour changer le monde, alors qu'en réalité c'est surtout un businessman qui venait là pour parfaire un petit peu son image, et dès que ça n'a plus servi ses intérêts personnels, il a quitté le gouvernement en fait. Il y a des proches de Nicolas Hulot qui plaisantent sur lui en privé et qui disent que tout son comportement politique est conditionné par le prix du baril de shampoing. Je crois qu'il a un fond écologiste, mais comme il est très carriériste et opportuniste, eh bien, il va falloir qu'il fasse des choix. On verra s'il est capable de s'affronter aux lobbies agricoles, nucléaires, industriels qui existent au niveau du gouvernement ou pas. S'il n'est pas capable de s'affronter, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne servira à rien. Je pense que suite à la démission de Nicolas Hulot, il ne pourra faire que de l'écologie d'accompagnement. Il mettra des pots de fleurs, il fera un peu de mobilité douce, il fera, comme dit M. Macron, une énergie positive. J'avais envie de dire au gouvernement, mais quel exemple vous donnez ? Comment se fait-il que M. Macron, lorsqu'il est allé à Bruxelles il y a quelques jours, il prend un avion privé ? Il ne peut pas prendre le Thalys ? Et si nous verrons ensuite, avec la crise des Gilets jaunes, que la politique d'Emmanuel Macron en matière d'écologie a suscité la colère, les principaux thèmes de société ont quant à eux été mis sous le tapis, malgré des grands coups de com'. Sans grande surprise, Emmanuel Macron a eu à cœur de se positionner favorablement à l'accueil des clandestins, donnant des leçons à ses voisins européens et refusant de voir les défis impossibles à relever pour la France en matière d'immigration, de communautarisme et de sécurité. Le Français a raison de constater un changement qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de France, qui est totalement inédit. On va vers l'affrontement des communautés ou alors un pouvoir dictatorial pour tenir tout le monde. Plus la France accueillera d'Aquarius et se montrera généreuse, plus il y en aura pour tenter de venir à leur tour profiter de cette générosité. Attention, parce que le piège maintenant, c'est qu'on a l'impression de dire il suffit de refuser des bateaux et on croit qu'on a mis fin à la politique d'immigration massive. Mais c'est faux. Là, on va nous entraîner dans un faux débat. Le problème, c'est pas 50 ou 100 personnes. Oui, le débat, c'est pas l'Aquarius, quoi. C'est un débat. Moi, je veux pas que l'Aquarius arrive en France, je vous le dis. Hein. Mais en même temps, attention, parce que si on focalise tout sur ça, mais pendant ce temps, là, on en fait passer plein par le regroupement familial et par le reste de l'asile. Et en fait, vous avez des centaines de milliers de personnes qui arrivent d'un côté, vous les voyez plus parce qu'on n'en parle plus, et vous focalisez sur 150 personnes dans un bateau.
qui a gagné? Les immigrationnistes. L'Afrique subsaharienne, en 2100, va atteindre 4 milliards d'habitants, une énorme majorité de jeunes individus. À un moment donné, il faudra poser une limite ou alors se résoudre à nous-mêmes être absorbés par ce tiers-monde qui va devenir le monde tout court. La question se pose donc aussi à la République. Est-elle réellement prête à accueillir en son sein une religion qu'elle n'avait pas prévue? La République n'a pas à combattre une religion. Pour les musulmans en général, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a pas l'islam de France, l'islam du Mexique, l'islam des Inuits. Il y a un islam, point. C'est une idéologie. Pour moi, c'est comme de l'eau déshydratée, l'islam de France comme expression. L'islam de France, c'est déjà, en tant qu'enjeu, c'est déjà l'aveu que l'islam quantitativement et en termes de visibilité est trop important en France. Il n'y a pas de besoin de réforme du chamanisme inuit de France, parce qu'ils peuvent être comptés sur les doigts d'une main sur le territoire français, ça n'a pas d'importance. La situation est très dégradée. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux. Vous voyez ce qui se passe au Brésil à l'heure actuelle, on continue comme ça, on y a droit, il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête. Il y a toutes les lois qu'il faut, il y a tout le personnel qu'il faut, on ne fait rien à l'heure actuelle, et si on continue à rien faire, on le paiera. Et face à toutes ces questions qui inquiètent les Français, Emmanuel Macron a choisi depuis plusieurs mois d'agiter les chiffons rouges sur l'essor du populisme qui survient peu à peu en Europe. De quoi agiter les débats en perspective des élections européennes de mai prochain. Le populisme, c'est d'abord l'idée que la souveraineté populaire ne doit pas être supplantée par la souveraineté parlementaire et qui met en accusation une classe dirigeante dans son ensemble, des élites politiques, financières, économiques, médiatiques. Macron n'est rien de plus qu'un lieutenant ou un sous-lieutenant de la Reichschancelière. Et ceux qui pensent qu'il y aura une majorité dite souverainiste, avec des souverainistes à l'autrichienne, ça va servir, tiens. La majorité au Parlement européen, ça on nous a fait le coup, ça fait 30 ans. Alors je vous invite à réécouter toutes les élections européennes, et les socialistes l'ont dit, quand les socialistes seront majoritaires au Parlement européen, vous aurez l'Europe socialiste. Les sarkozystes l'ont dit, et ils ont eu des majorités bien plus écrasantes que ne pourraient l'avoir les souverainistes ou populistes ou je ne sais quoi en 2019, qui de toute façon à mon avis n'auront pas la majorité. Premièrement, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi aux gens, et si on regarde les choses, on est quand même assez loin d'une majorité. Et deuxièmement, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas le Parlement européen qui va réorienter l'Union européenne. Comme disait Philippe de Villiers, le Parlement européen c'est 3 doigts, oui, non, abstention. 3 doigts, voilà, c'est tout. Le problème, c'est que Emmanuel Macron n'est pas chef d'État, parce qu'il faudrait qu'il soit un chef et qu'il ait un État. Il est gouverneur de l'Euroland France. Point. Mais malheureusement, il entre beaucoup dans ce rôle. Alors après, il fait des phrases. Bon, oui, comme au poker, quand on n'a pas de carte, on bluffe. On a quelques personnes, monsieur Pierre Moscovici, le monsieur Juncker, là, celui qui est appelé partout le Jean-Claude Drunkard parce qu'il est sous du matin au soir. On a donc quelques personnes qui appartiennent à la Commission européenne qui décident que le budget présenté par un gouvernement souverain ne va pas, ne leur convient pas. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que ça revient très exactement à dire que le vote des Italiens qui a chassé comme un malpropre le gouvernement précédent, qui a voulu dégager la majorité, et voilà, de Matteo Renzi, eh bien, le gouvernement, la Commission européenne considère que le vote des Italiens, qui est soutenu, le gouvernement actuel est soutenu par plus de 70% de la population italienne, que ce vote est nul et non avenu. Ça s'appelle une dictature. Vous savez, ça va pas durer très longtemps. L'armée européenne n'est pas souhaitable parce que d'abord, vous ne construisez pas un outil qui ne correspond pas à quelque chose de réel. Or, l'Europe, aujourd'hui, je suis désolé, on le voit bien tous les jours, n'existe pas. Quand vous voyez que en matière de défense, que la Belgique préfère acheter des avions de chasse américains que des avions de chasse français qui sont réputés parmi les meilleurs du monde, il y a déjà là un souci d'évidence. Quand vous voyez qu'on abandonne en France une partie de notre industrie de défense et qu'on la brade même, je dirais, à l'Italie ou à l'Allemagne, je dis il y a un vrai souci. Est-ce qu'on croit sérieusement que le général de Gaulle étant toujours vivant, il aurait accepté ce genre de choses? Bon, je le dis à tous ces gens qui se prétendent gaullistes, car ils sont tous gaullistes.
On a quelqu'un à la tête de l'Élysée qui prend des décisions qui semblent le contraire de l'intérêt national dans tous les domaines. C'est quand même Macron qui a bradé, quand il n'était pas encore président, vous savez, l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois. Après ça, il a bradé le TGV à l'Allemagne. C'est du délire, quoi. Ce monsieur, et je pense qu'il a un problème psychiatrique, Macron. Maintenant, vous savez qu'en matière sur l'Allemagne, il veut, la dernière nouvelle, c'est qu'il voudrait partager le siège au Conseil de sécurité, peut-être même aller jusqu'à ensuite donner notre force de frappe à l'Allemagne ou la partager. Qu'est-ce que l'on obtient en échange? Rien, jamais. C'est-à-dire que M. Macron, on a l'impression qu'il a été là pour démantibuler la France, la vendre à l'encan. Ce début de saison du Samedi politique a également été l'occasion de revenir sur la situation internationale et les hommes qui l'animent, au cœur de nombreux enjeux géopolitiques, le président russe Vladimir Poutine. Poutine a été réélu avec les 3/4 des suffrages et surtout une participation de plus de 70%, alors qu'on disait, les observateurs, les spécialistes disaient, le peuple n'ira pas voter. Le peuple a voté et a plébiscité Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, on parle de l'ancien KGBiste, on parle du stratège, on lui prête en plus un côté docteur Mabuse derrière les nuages qui manipule à peu près tout. D'ailleurs, dès qu'un ministre français a un chat dans la gorge ou un corps au pied, c'est la faute des Ruskov. Poutine et la Russie sont forts aujourd'hui à la mesure de nos propres faiblesses, de notre propre irréalisme, de notre propre humanitarisme qui est découplé des réalités politiques. Il joue toujours du rapport physique. À partir du moment où on a compris qu'il est dans le rapport de force, qu'il est très pragmatique, qu'il est très réaliste, qu'il peut changer de position selon les intérêts de la Russie, tel qu'il le comprend, eh bien, il faut soi-même être pragmatique et réaliste, et pas être dans l'idéologie, dans la sensiblerie, et être soumis au pouvoir des médias. Nos pudeurs de jeunes filles et notre irréalisme font le succès et la force de Poutine, parce que dans son pays, en Russie, les Russes observent que c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui est le maître du jeu en Syrie, en Ukraine et en Iran aujourd'hui. Et il tient tête à Merkel, à Trump et à Macron aussi. Début octobre, une affaire incroyable explose au grand jour. Elle mêle le roi Mohammed bin Salman, adulé par de nombreux dirigeants européens pour son progressisme affiché. Un journaliste considéré comme opposant de la monarchie, Jamal Khashoggi, est assassiné à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie. Une histoire hallucinante qui a poussé à s'interroger sur les relations étranges des pays occidentaux avec la pétromonarchie. Aujourd'hui, plus personne ne peut prétendre que l'Arabie Saoudite est, disons, un régime normal. Bon, mais Dieu sait que le lobby est puissant. Hein. Bon. Ben, vous savez, c'est la problématique du maître et de l'esclave. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le maître dépend de son esclave. Mais c'est de la pure démagogie que de dire qu'il faut arrêter de vendre les armes. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Khashoggi. Pour la première fois, on arrive au bout de 10 000 morts, 1 million de gens touchés par le choléra, plus 22 millions de personnes qui sont touchées par la famine au Yémen. C'est-à-dire que Dieu sait qu'il a fallu attendre quand même. Pour qu'enfin on se pose la question du rapport avec l'Arabie Saoudite. Donc oui, c'est le bal des hypocrites, oui. Évidemment, on ne pouvait faire un best-of du Samedi politique sans revenir sur la crise des Gilets jaunes qui dure désormais depuis plus de 2 mois et demi. L'occasion donc de revenir sur la sociologie et les revendications du mouvement. L'origine de tout, c'est que les nations et les peuples existent. Surprise! Tous ces gens qui sont en zone rurale, où les services publics n'existent plus, c'est un peu ce que vous avez dit, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On passe dans une phase où effectivement les plus énervés sont ceux qui n'ont plus rien à perdre. Or, une partie de la population qui n'a plus rien à perdre, c'est toujours très difficile. Comme disait Jules Renard, oui pour le peuple du moment que je vois pas sa sale gueule. La réponse du gouvernement est particulièrement déconnectée. C'est la peste brune qui a manifesté. L'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Je pense que c'est un peu un piège de demander en permanence aux Gilets jaunes d'avoir des revendications très précises au bout de 3 jours, de se nommer des représentants, puisqu'il y a un côté révolte populaire qui est confus, et c'est à mon avis la force du mouvement. Sur les barricades, partout il y a ces formes de solidarité autour des Gilets jaunes. C'est la France des origines, c'est les Français de souche, comme diraient de façon méprisante les énarques autour de M. Macron. Ces gens-là, ils n'en veulent pas aux fonctionnaires, ils en veulent
au président de la République et à ceux qui lui ressemblent. Nous avons notre propre conscience. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. On sent bien qu'ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas nous voir, ils veulent nous écarter, ils veulent minorer notre pouvoir, notre masse. Mais ils n'ont pas le choix, on est partout. Les gilets jaunes sont de partout. On a même des anciens LREM, faut pas se leurrer. On en a qui ont voté Macron et qui ont été particulièrement déçus de sa politique. Le souci principal des Gilets jaunes, c'est de pouvoir vivre et non survivre, quel que soit notre niveau social ou notre catégorie sociale. Monsieur Griveaux essaye de faire peur en parlant de grands thèmes dramatiques comme l'IVG, le mariage pour tous, la peine de mort. Mais les citoyens, s'ils demandent le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, c'est pas pour ça. Enfin, c'est pas notre préoccupation principale. Notre préoccupation principale serait d'inscrire, par exemple, dans les textes, une revalorisation annuelle de l'AAH par rapport au taux de croissance. Enfin, ce sont des choses comme ça que les Français attendent. C'est de remettre, effectivement, l'ISF pour tous, enfin pour tous, pour ceux qui étaient soumis avant. C'est des choses comme ça que les Gilets jaunes attendent, c'est des mesures davantage de justice sociale et d'équité sociale. Ça n'a pas fait partie de nos préoccupations, le mariage pour tous ou autre, quand on a lancé l'idée du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Ça s'est juste détourné de façon politique pour essayer de diaboliser ce que pourrait amener ce référendum et donc le pouvoir de parole au peuple. Toutes les décisions favorables, utiles au bien commun que les citoyens seraient capables de prendre grâce au RIC, on n'en parle pas, on parle que de couillonnade. Enfin, on s'en tartine de quelques morts, de la peine de mort. Excusez-moi, c'est pas un sujet. Je rappelle que les élus en question, qui nous font tout un foin pour 3 ou 4 condamnés à mort, ou pas, suivant qu'on décide la peine de mort, ces gens-là sont en train de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, et là c'est la peine de mort pour des millions de personnes au Yémen, et même le patron de l'Arabie Saoudite, on le décore de la Légion d'honneur, mais on se fout de notre gueule. Quand les riches achètent les journaux du pays, c'est pas pour le bien commun, c'est pour intoxiquer l'opinion, pour nous mettre la tête à l'envers, pour que nous arrivions à voter contre nos intérêts. Avec 12 samedis consécutifs de mobilisation, les manifestations ont donné lieu à un véritable théâtre de violence. Parmi les gilets jaunes, on recense des milliers de blessés avec pour certains des mutilations à vie. Face à la crise sociale, le gouvernement et Christophe Castaner en tête ont préféré donner une réponse sécuritaire, une réponse qui pose de plus en plus de questions. S'il y a eu les débordements en question, c'est que soit, à un moment donné, il y a eu incompétence au sommet, ou soit qu'on ait laissé faire. Mais dans les deux cas, soit qu'ils aient été nuls, soit qu'ils, délibérément, par cynisme, ils aient laissé faire, c'est quand même pas quelque chose d'optimal. C'est le goût de la meute. Une fois que vous avez réveillé la meute dans l'homme, et le crime du président actuel et de son entourage, c'est d'avoir laissé faire en sorte que ça se produise. Nous, avocats, nous sommes en première ligne des libertés, et ce à quoi on assiste, c'est du n'importe quoi. Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices. Ça, c'est pas dans le... C'est ni dans le code pénal, ni même dans la Constitution. Je dis et j'affirme que les consignes qui ont été données au ministère de l'Intérieur, ça a été de cibler principalement les militants, on va dire, patriotes, histoire de dire que les casseurs, ils sont d'extrême droite, de laisser faire les black blocs, donc les éléments les plus radicaux et qui sont connus des services de police, et de laisser faire les casseurs des cités. Manifestement, le gouvernement donne des consignes très musclées face aux manifestants. Je vous rappelle quand même que nous avons des manifestants qui ont perdu un œil, d'autres une main, et nous, en tant que policiers, on constate aujourd'hui à des blessures semblables à des blessures de guerre. C'est extrêmement grave. Ce que nous avons vu samedi est à la fois honteux, indigne de notre pays et de notre histoire. Vous avez vu le pauvre homme là, il lit des notes. La France est à feu et à sang, il lit ses petites notes. Moi, ce que je vois, c'est que quand les forces de l'ordre font des débordements, on dit qu'ils sont exténués, qu'ils sont fatigués, qu'ils craquent, que ce sont des êtres humains. À côté de ça, un citoyen, on ne lui accorde pas le droit de craquer et d'être un humain, alors qu'on nous dit que les forces de l'ordre sont justement mentalement stables pour ça, sont entraînées pour ça, pour endurer, etc. Nous ne le sommes pas. Et donc, à un moment, il y a des dérapages. C'est malheureux, mais il y a des dérapages aussi parce qu'à force de nous pousser à bout, on finit par répondre. On n'est pas dans l'attaque, on est dans la défense. Quand on voit le nombre de blessés par flashball, de personnes défigurées, des dizaines de personnes. Alors on nous parle de flashball qui est non létale. Elle est peut-être à ce jour non létale.
au niveau physique, mais elle est létale psychologiquement. On a des gens qui ont la mâchoire, qui ont été cassés en deux, qui vont devoir suivre des séances de psychothérapie pendant des années, qui s'en remettront peut-être jamais, des frais de chirurgie esthétique, qui ne retrouveront jamais une intégrité. Tout ça, on n'en parle pas. Et pour la plupart, pour plus de 95%, c'était des personnes qui étaient venues là de façon pacifique. Petit message aussi, parce que ces policiers qui exécutent des ordres illégaux, il faut qu'ils voient aussi le long terme. Là, ils se sentent couverts, elles sont dans un climat, j'allais dire, où ils sont portés par l'adrénaline. Mais il faut qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire que quand ils exécutent un ordre illégal et qu'ils estropient une personne en tirant au visage, pas tout de suite, parce que là ils sont couverts par le parquet, mais dans 1 an, dans 2 ans, lorsque cette personne aura porté plainte avec un avocat, avec un juge, et qu'elle se sera constituée partie civile, là ils seront entendus. Ils seront peut-être mis en examen, ils seront peut-être poursuivis et condamnés. Et là c'est toute leur carrière. Demain on aura peut-être un changement de gouvernement, donc il faut aussi qu'ils réfléchissent à long terme. Les donneurs d'ordre seront loin, oui. Ils seront loin, ils seront plus là, et quand ils seront dans un bureau d'un juge d'instruction, et quand leur solde sera suspendu et qu'il y aura leur crédit à payer, il faut qu'ils réfléchissent à ça lorsqu'ils entendent des ordres qui sont illégaux. Ce n'est pas une menace, c'est simplement un rappel qu'il y a le temps médiatique, mais il y a aussi le temps judiciaire qui est beaucoup plus long. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce best-of du Samedi Politique. J'en profite pour remercier tous mes invités, mais aussi pour vous remercier vous. Et comme chaque semaine, n'hésitez pas à partager cette émission, à la liker, à la commenter. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.